Luciana Ricci, du clan Nosferatu, prologue. Ce chapitre doit être joué en solo. Cela fait 3 heures que vous êtes sorti de votre refuge. Le shérif Caleb Duval a passé le mot sur la disparition d'une troupe de théâtre. Cette troupe était apparemment composée à la fois de mortels et de vampires, ces derniers du clan Toréador. Vous êtes donc en première ligne pour essayer de recueillir des informations sur ce qui aurait pu se passer. Cependant, vous ne vous attendiez pas à être intercepté aussi violemment dans votre quête. Pendant un instant, vous avez pensé que cette fois la fin était proche. Tout s'est passé si vite. Vous examiniez des marques sur le sol lorsque soudain, vous avez été attaqué par une ombre dans l'obscurité. Elle vous a poussé contre le mur. Vous vous êtes retourné et avez utilisé toute votre force pour résister à l'impact. Son visage vous est alors apparu dans la faible lumière émanant du couvercle de la bouche d'égout menant à la rue, puis horreur. La vue d'un manteau fait de chair humaine. Cela pourrait-il signifier que le sabbat est revenu ici, à Montréal ? Vous vous êtes enfui pour prévenir les autres. Vous frémissez rien qu'à la pensée de ce manteau fait de restes humains. Vous devez absolument prévenir le shérif. Mais d'abord, vous allez devoir vous nourrir, et vous savez exactement où aller pour cela. Vous soulevez silencieusement le couvercle de la bouche d'égout menant à l'allée derrière le théâtre, la sortie des artistes. Une porte qui fait jaillir de nombreux souvenirs. Vous, la diva, debout dans les music-halls de Détroit, à Paris. Vous, la beauté époustouflante qui vivait dans le présent, humiliant d'autres artistes et admirateurs uniquement par votre apparence et votre talent. Vous, la mortelle qui l'a attaqué après le spectacle quand vous avez tenté de sortir discrètement par cette rue. Il vous a kidnappé. Vous avez réussi à vous échapper et vous pensiez être sauvé pour passer les jours suivants à hurler de douleur suite aux transformations douloureuses que vous aviez subies. La presse parlait d'un possible suicide. Votre corps n'a cependant jamais été retrouvé et, avec le temps, vous avez été rayé de la mémoire collective. Malgré la sympathie naturelle de votre clan pour les sans-abri, vous nourrissez depuis lors une profonde haine pour eux. Vous sortez soudain de votre rêverie mélancolique. L'odeur du sang s'est renforcée. Il est temps de se nourrir. Bonjour, amis vampires de Montréal. Welcome, bienvenue dans ce cinquième prologue qui concerne Luciana Ricci. Alors elle a morflé, hein. Autant les autres ont conservé leur apparence humaine, autant elle, malheureusement, a subi une défiguration totale. C'est ce par quoi il faut passer lorsque l'on appartient au clan Nosferatu. J'aime beaucoup le thème, l'histoire qui est liée à Miss Ricci. Alors, elle démarrera avec 4 maximum en dégâts, 5 en volonté. J'ai lu que la soif dans n'importe quel chapitre commençait toujours à 1. Ça a quand même un gros impact parce que sur le nombre de dés noirs que nous avons à lancer pour nos tests, à partir du moment où on a 1 en soif de base, ça veut dire qu'on a forcément un dé rouge à mettre et à lancer. Les cartes combat, je me suis fié à ces différentes compétences en athlétisme, bagarre et furtivité. Donc notre deck de base. Et puis bagarre. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors on a bagarre 1, bagarre 2, bagarre 1, bagarre. Deck de base. Armes, j'en ai pas mis, c'est normal, mais ça veut dire que je n'ai pas mis de furtivité. Alors c'est peut-être normal si le deck combat furtivité qui est là commence à combien?
Furtivité 3. 3, 3, 3, 5. Ah ouais, carrément. Ok, le deck combat furtivité commence à 3 points en niveau. Donc là, elle n'a pas de niveau. On verra de toute façon dans son prologue si ils nous font rajouter ce type de carte furtive et ça nous permettra de voir là où j'ai coincé, tout bêtement. Pour en finir avec les disciplines, j'ai pris les cartes qui concernent donc son clan Nosferatu avec le symbole derrière, Nosferatu. J'ai trouvé 2 cartes, une en occultation, une en animalisme de niveau 1. Et puis j'ai mis quand même, des fois que cela nous serve, le niveau 1 d'animalisme. Animalisme qu'on retrouve là, et occultation niveau 1 parce qu'elle a un niveau. Je ne sais pas si on va piocher dans les 2 decks ou si on prend que l'un ou que l'autre. Alors que l'un ou que l'autre, non, parce qu'on a vu hier avec Thomas qu'il avait des cartes propres à son clan Bruja. Mais bon, il suffira juste de relire dans les règles la préparation du deck de discipline et c'est fastoche à faire. Alors, notre terrain de jeu. Nous passons dans cette allée, derrière le théâtre. Il y a 2 PNJ de dialogue. C'est inscrit comme ça dans notre livre d'aventure. PNJ de dialogue avec les symboles donc de bulles. Les symboles de bulles que l'on retrouve sur la carte. Alors on a un vieux clochard et nous avons un couple. Alors le vieux clochard, je me suis rappelé qu'il y avait une carte de PNJ qui était liée. Est-ce que ça va servir dans ce scénario? Je sais pas, toujours est-il que je l'ai sorti. Pas de figurine à disposition, je n'ai pas slivé la carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un jeton action ici. J'aime bien regarder en dessous ce qu'il y a. Des détritus peut-être. Je suis pas sûr. On verra bien. Et puis, eh bien, Luciana qui est là, qui vient de sortir des égouts. Alors, notre objectif, nourrissez-vous discrètement. En première action, il va falloir aller à l'événement 1 de notre prologue. Et n'oublions pas... Ah oui, alors n'oublions pas une chose. C'est que sur notre feuille de profil de personnage, on a la présence hideuse. Vous devez prendre la carte discipline d'occultation niveau 1, masque aux 1000 visages. Ouais, ok, occultation, masque aux 1000 visages, d'accord. Ok, et puis ensuite, avant de jouer ce prologue, placez votre tracker de dégâts à 3 et la soif à 2. Ah mince! On a 3 blessures sur 4 et on a une soif de 2, ça veut dire que je devrais lancer 2 dés rouges, obligatoirement. Très bien, Luciana, on passe donc à notre événement 1 pour démarrer ce chapitre, ce prologue. Alors les événements sont page 35. Hop là. Atterrir dans l'allée. Vous sortez des égouts. Un rapide coup d'œil autour de la petite ruelle dans laquelle vous vous trouvez vous aide à repérer un couple. Vous allez devoir les faire partir si vous voulez vous nourrir du clochard situé pas trop loin. Votre autre option est de laisser votre soif de sang vous guider jusqu'au sans-abri couché sous un tas de cartons. Vous allez devoir vous faufiler jusqu'à lui si vous ne voulez pas qu'il vous repère. Vous apercevez également une poubelle, pas trop loin. Vous pouvez toujours jeter un coup d'œil à l'intérieur pendant que vous y êtes. Il est temps de commencer. Événement 2, se nourrir sans être détecté. Plusieurs options.
si vous voulez vous nourrir du clochard, qui est ici, vous devez vous approcher discrètement et déclarer le mode furtif, que nous n'avons pas encore vu d'ailleurs, lorsque vous essayez de contourner la ligne de vue d'un PNJ. La ligne de vue est la zone dans laquelle il peut voir les personnages. Alors là, si je prends sa feuille de profil, il a une visibilité à 2 hexagones, il est agressif et il se déplace de 2. Une ligne de vue est toujours un triangle d'hexagones s'étendant du personnage non joueur vers la direction dans laquelle il fait face. Donc un triangle comme ça. Hop, il regarde vers le réverbère. La valeur de la ligne de vue est déterminée par la carte de profil du personnage non joueur. S'il n'en a pas, sa valeur par défaut est de 3. Lorsqu'il essaie de se déplacer discrètement à travers une ligne de vue d'un personnage non joueur. Un joueur doit entrer en mode furtif en effectuant un test physique plus furtivité. Ah ouais, il faut faire un test, rien que pour y rentrer. Non, c'est quand on se déplace à travers les hexagones qui sont compris dans la ligne de vue, bien sûr. Donc physique plus furtivité, Miss Richie en physique elle a 2, en furtivité elle a 2. Donc 2 succès automatiques, elle jette 2 dés. Et malheureusement, à cause de la soif, elle jettera 2 dés rouges. Ah ouais, pas cool. Si vous réussissez votre test, vous pouvez contourner sans être vu. Vous pouvez également être contraint au combat si le PNJ a une attitude agressive, comme c'est le cas avec ce vieux clochard. Vous prenez note de votre entourage. Événement 3. Donc on a un vieux couple là, et le clochard ici même. Événement 3, se faufiler vers le sans-abri. Plus un personnage en mode furtif est proche, plus il a de chances d'être détecté. Le modificateur de furtivité, de proximité, est déterminé par la valeur de la ligne de vue. L'hexagone le plus proche a un modificateur égal à la valeur de la ligne de vue. Donc en ligne de vue, il a 2. Les hexagones les plus proches auront une valeur de 2. Ben oui, plus on est près, plus le test va être difficile à faire. Et ensuite, en s'éloignant, on enlève -1 à la difficulté. Donc 2, 1, 0. Le modificateur de proximité diminue de 1 à mesure que la distance augmente. Les hexagones de chaque côté ont un modificateur de 0. Et ceux derrière ont un modificateur de -1. Donc ici 0, derrière -1. D'accord. Alors à dire comme ça me paraît simple parce qu'il suffit de passer par là. Ça va pas être comme ça. Prenez note que le sans-abri est un personnage de dialogue et que vous ne pouvez généralement pas vous nourrir d'eux. Ah, sauf si contrairement indiqué comme dans ce scénario. Ok, donc d'habitude je ne pourrais que parler au vieux clochard et que parler au couple. À part que là, on va pouvoir s'en nourrir. Si vous ne parvenez pas à l'approcher en mode furtif, vous avez toujours la possibilité d'initier un dialogue. Vous regardez de loin le sans-abri qui se repose. Événement 4. Couple heureux. Il y a un couple qui discute pas trop loin de vous. Vous ne pouvez pas simplement vous nourrir du clochard devant eux si vous ne voulez pas vous compromettre. Ça veut dire que vous devrez trouver un moyen de les faire partir. Le couple rit, profondément absorbé par leur conversation. Événement 5. Alors, on a un clochard qui dort et un couple qui rit.
Événement 5, fouiller dans les poubelles. S'il y a un jeton de zone d'investigation, comme celui placé au-dessus de la poubelle, ouais, elle serait plutôt là, hein, mais enfin bon. Ah, oula, d'accord. Ah ouais, non, c'est carrément le gros container. D'accord, d'accord. Alors, tiens, ce qu'on va faire, bah, moi je l'avais mise là, la poubelle, histoire d'eux, mais en fait, elle est là. Tout s'explique. Vous pouvez aussi placer votre personnage sur un hexagone adjacent au jeton afin d'investiguer la zone. Vous décidez quoi faire ensuite, événement 6. La malédiction Nosferatu déforme les descendants au point qu'ils ne peuvent plus cacher leur nature vampirique. Cela veut dire que n'importe quel PNJ avec lequel vous dialoguez vous verra pour ce que vous êtes, déclenchant un bris de mascarade immédiat si vous n'utilisez pas votre pouvoir d'occultation Masque des 1000 visages. Alors, Masque des 1000 visages, qu'est-ce que cela nous procure? Transformez-vous en un calice fade pour éviter les soupçons. Obligatoire afin de participer à une séquence de dialogue. L'effet se termine à la fin de la séquence. Ok. Mais par contre, le fait de lancer un pouvoir, une discipline, ouais, c'est ça, ça fait faire un test de la bête. Alors, le fameux masque des 1000 visages créera une illusion par-dessus votre visage et vous donnera l'air d'une personne ordinaire, vivante, et pas d'un bris de mascarade ambulante. Souvenez-vous que Masque des 1000 visages est un pouvoir actif, ce qui veut dire que si vous utilisez un autre pouvoir actif, il remplacera le Masque des 1000 visages. Ouais, bah de toute façon, dans les trois cartes de discipline, à chaque fois il y a le mot-clé actif, donc pas de peau. Ok, ensuite, vous sentez vos traits avec vos doigts et faites une note mentale de les changer avant de parler à qui que ce soit. Événement 7. Votre heure pour briller. C'est votre tour. Choisissez votre approche préférée afin de réussir à vous nourrir du sans-abri. La nuit est à vous, reprenez le jeu. Ok, donc là en fait, dans ce prologue, tout le chapitre sur les événements était consacré à nos différents moyens de se nourrir et puis à l'examen du terrain. Donc ça veut dire que moi je vais être curieuse. Je me déplace, physique plus 1. J'ai 3 de déplacement. Je vais faire 1, 2. Aucun besoin de faire un test et de déclarer un mode furtif parce que toute cette zone-là, il ne la voit pas. J'arrive près du jeton des poubelles. Ils appellent ça une investigation. Poubelle numéro 1, je vais en page 31. Vous marchez vers la poubelle. Bien que la bête à l'intérieur de vous devienne de plus en plus frénétique à l'idée de se nourrir, vous pensez qu'il pourrait être utile de fouiller d'abord dans cette poubelle. Après tout, vous ne savez jamais ce que vous pourriez trouver. Faites un test de mental plus recherche. Il faut au moins 4 succès, ce serait pas mal. Mental, 3D. Je jette 3D et recherche, j'ai 3 réussites automatiques. Ben voilà, ça c'est à retenir. Notre amie Luciana est balèze en recherche sur le terrain. Allez, on y va. On a dit combien de succès? 4, ce serait top. Ah bah si, c'est bon. 3, 4, 5. On va en investigation 2. La poubelle. Vous plongez prudemment vos bras dans le tas de déchets sales. Bien que la plupart des gens soient repoussés par cette activité,
En tant que Nosferatu, vous êtes maintenant habitué à être entouré de saleté et de déchets dégoûtants. Enfin, vous prenez quelque chose. C'est une bouteille de vin. Vous remarquez qu'elle est encore remplie environ au quart. Prenez le jeton indice numéro 3. Alors, les indices, on a dit que c'était la clé numérotée. Prenez le jeton indice numéro 3. On va le mettre là. Vous utilisez une partie du liquide pour nettoyer vos bras. Vous sentirez le vin, mais au moins vous ne sentirez pas les ordures. Vous décidez ensuite de conserver les restes pour plus tard. Vous regardez vers le bas et remarquez autre chose. Prudemment, vous vous penchez et le ramassez. C'est une affiche présentant le spectacle de ce soir. Vos yeux s'écarquillent. Pas possible. C'est votre ancienne collègue de scène, Fanny Girard. Vous grimacez. Elle a un peu vieilli. Ce n'est pas comme si vous étiez en mesure d'être méchante compte tenu de votre apparence actuelle. Vous décidez de l'emporter également avec vous. Prenez le jeton indice numéro 2. Bah dis donc, Luciana, tu ramasses. Retirez le jeton d'investigation de la zone. Reprenez le jeu. Eh bien, j'enchaîne. Alors, je pue la vinasse au niveau des mains. Est-ce qu'on va voir le couple ou on tente direct le clodo? Le couple, on a dit qu'il serait bien de les faire fuir. Si je les insulte, ils se barrent. Hein. Ça me paraît simple, mais à mon avis, ça va être un petit peu compliqué. Bon, on va tenter l'approche directe vers le clochard. On a dit que j'avais 3 en déplacement. 1, 2, 3. Je me tourne comme ça. Là, il a une valeur de 0. Ça veut dire que j'arrive ici. Dialogue sans abri, page 21. Le sans... Ah ouais, bah, il est sans abri et sans bras gauche, hein, le pauvre. Alors, est-ce que ça va être un gros con ou bien une proie facile? Réveillez le sans-abri. Les yeux du sans-abri sont devenus des fentes. Il vous scrute et essaie d'évaluer exactement ce que vous voulez. Assommez-le pour vous nourrir, ça c'est le premier choix. Ou essayez de le séduire pour qu'il s'abandonne volontairement. Alors, si je veux l'assommer, mais là je suis à 4 mètres du couple. Alors pour l'assommer, ce serait un test de physique plus bagarre. Physique elle a 2, bagarre elle a seulement 2. Et la difficulté du test ce serait 3. J'ai 2 dés rouges à lancer. Ou alors un test social plus c'est pire, social et subterfuge. Une seule réussite automatique. Mais la difficulté est seulement de 2. Bah, il sera toujours temps de le taper, hein. On va essayer la séduction quand même. Donc je jette 3 dés. Non, je jette que 2 dés, ce sont les 2 dés rouges. Il me faut une réussite. Bah voilà. Quel est le problème? Ça me fait 2 pile poil. On va en D5. En manque d'action. On dirait que vous auriez besoin d'un peu d'amour. Vous murmurez d'une voix sensuelle. L'expression du clochard passe de suspicion à désir. C'est vrai qu'il arrive qu'un homme se sent seul des fois. Et si je vous embrassais alors? Vous vous dirigez vers lui alors qu'il vous scanne de haut en bas, se léchant les lèvres. Pourquoi pas? Génial! Avant qu'il ne puisse réagir, vous l'attrapez et plongez vos dents dans son cou.
Le clochard se tortille un peu, puis devient mou et gémit d'extase. Une fois que vous avez terminé, vous le remettez sur le sol et vous vous léchez les lèvres pour absorber les gouttelettes de sang restantes. Votre faim a été rassasiée. Réduisez votre soif de 2. C'est l'heure d'aller avertir les autres. 1, 2, je n'ai plus soif. Ok, ça voudrait dire que j'enlève les dés rouges. Fin du prologue Nosferatu. Ah ouais? Direct. Ok, bah voilà, je me suis nourri. Le couple n'a pas été averti. Ça s'est vachement bien goupillé. Ils nous mettent fin du prologue Nosferatu. Vous pouvez lire la conclusion au verso de la page d'introduction du prologue dans le livre d'histoire. Ben ça alors, excellent. Excellent. Alors non, je ne recommence pas pour voir l'autre hypothèse. Je n'aime pas faire ça. Ce qui est marrant, c'est que on n'a pas utilisé nos 2 indices, là, numéro 2, numéro 3. L'affiche aurait pu servir quand on a parlé au couple. Et le vin, ça aurait pu être une autre option si l'agression avait mal tourné, je sais pas. Intéressant. Ce petit prologue avec Luciana. Alors, pour le coup, on n'aura pas vu les règles de furtivité. J'ai pas eu besoin de rentrer en furtif. Puisque je suis allé lui parler. Donc, il n'y avait aucun souci de ce côté-là. Je me suis approché normalement de lui. Et même si j'étais allé parler au couple de là... Alors attention, là j'ai mis le lampadaire, mais en passant là, je passais hors de la zone de ligne de vue. Donc j'avais juste à arriver ici. Ah ouais, d'accord. Le mode furtif aurait servi s'il avait eu une carte de profil dans ce scénario-là parce qu'il est agressif. Pour le contourner ou pour traverser. Mais comme là, de toute façon, il n'avait pas de carte de personnage parce que c'est un PNJ de dialogue, j'aurais pu traverser normalement. Bien. Bah, en tout cas, ces options-là ne sont pas utiles. C'est bien, Luciana, tu t'es rassasiée. Alors allons voir cette conclusion quand même. Faisons les choses bien. Conclusion. Vous viviez de succès et d'admirateurs consécutifs, mais ces dernières années, vos objectifs et vos motivations ont changé. Vous êtes désormais une brillante espionne au service de la Camarilla. Pourtant, même en sachant cela, vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir de temps en temps une nostalgie poignante à l'idée de qui vous étiez. Une éclaboussure suit votre saut de l'échelle. Vous êtes à nouveau plongé dans des eaux sales et dans l'obscurité totale, mais peu importe. Vous devez avertir Caleb Duval de ce que vous avez vu. Mais d'abord, vous devez informer vos compagnons Nosferatu afin qu'ils puissent passer le mot aux autres descendants. Vous soupirez, en vous disant que vous avez au moins réussi à vous nourrir avant de revenir ici. Alors que vous commencez à vous diriger vers la chambre des horreurs, vous entendez un écho et sursautez. Un rapide coup d'œil en direction du bruit révèle la silhouette d'un simple rat. Il fuit en couinant. La présence du sabbat vous a rendu nerveuse. Vous feriez mieux de vous dépêcher. Après tout, il pourrait revenir. Récompense, gagnez 1 point d'expérience chacun. Vous pouvez maintenant jouer les autres prologues ou lire l'introduction à la campagne, page 21. Non, il nous restera le 6e, 7e et 8e prologue à faire. Et prochain prologue concernera Nico Miller. On verra quelle mécanique de jeu on fera.
le débrief rapide sur ce prologue. Une question qui m'est venue pendant que je faisais le jeu. Le masque au mille visages. Oui, forcément, je l'avais. Sinon, j'aurais pas pu m'adresser normalement au clochard. Alors, j'aurais peut-être dû faire un test de la bête. Je ne sais pas. Ça, encore une fois, ces petites interrogations-là, je m'en inquiète pas vraiment parce que la règle est, sur tous ces points-là est relativement claire. Donc, en les relisant et en complétant le mémo, c'est facile à se remettre en tête. Bon, bah, Luciana, c'était très bien ton prologue. Encore un de très bien. Ça en fait 5 hein, quand même, qui étaient vraiment très sympathiques, qui nous font rentrer dans l'histoire. Alors par contre, ça me fait penser à une chose, c'est que peut-être encore plus qu'avec Gloomhaven, ça mérite des séances de jeu relativement rapprochées, et on se rapproche pour le coup du jeu de rôle, où pour éviter de perdre le fil de l'histoire, il faut jouer vraiment très régulièrement. Sinon, on a tendance à oublier justement ce qui se passe et nos différents objectifs. Ok, bah c'était cool. J'espère que ça vous aura plu. C'était relativement rapide, mais alors pour le coup, j'emploie souvent le terme d'usine à gaz. Encore une fois, là, ça n'était pas, absolument pas une usine à gaz. Donc, encore une bonne nouvelle sur les suites à ce Vampire la Mascarade Chapters. Allez, on s'arrête ici. À très vite. Salut, salut.